Bonjour à tous. Eh bien voilà, nous reprenons nos entretiens réguliers via Facebook. Donc vous nous avez envoyé une série de questions, une cinquantaine environ. Donc on a essayé de les trier par thème pour pouvoir répondre à la fois de façon générale, mais aussi, bien sûr, dans la mesure du possible, à chacun de vous en particulier. Alors, comme d'habitude, j'allais dire, parce que c'est presque un peu déroutant, nous avons des questions sur les problèmes de vitesse excessive sur les voiries. Alors, je veux dire que c'est pas toujours la faute du maire et que c'est des fois, c'est assez compliqué de gérer les incivilités. Bien sûr, la police municipale, la police nationale mettent des radars, des procès-verbaux, mais ne peuvent pas être, vous l'imaginez bien sûr, à chaque carrefour et sur chaque ligne droite. Donc, sur les questions bien particulières que m'a adressées par exemple Patricia, qui concerne la route de Saint-Étienne de Tullemont, je voulais lui dire que là, c'est une voirie départementale qui ne relève pas de l'entretien de l'agglomération du Grand Montauban, mais que sur ce point-là, on peut faire des compteurs de vitesse, mais pas d'aménagement particulier. Sur le chemin de Villemade à la sortie de Falguière, c'est une question de Jean Segui, qui parle évidemment, comme toujours, de vitesse excessive, demande si on ne peut pas faire mettre des ralentisseurs, et je crois que c'est une question que vous nous posez régulièrement via le service de la vie des quartiers. Sachez que chaque fois que nous le pouvons, nous le faisons, mais il y a des règles qui sont incontournables. Il y a des endroits où ce n'est pas possible, par exemple justement sur les voiries départementales, sur des voiries où la limitation de vitesse est à 70 km/h parce que ce serait dangereux, aux approches de carrefour. Bref, on ne fait pas n'importe quoi, et croyez bien que chaque fois que vous nous demandez, on l'analyse de façon précise en faisant d'abord un comptage de vitesse pour voir l'opportunité, et ensuite on fait ou pas les aménagements après concertation avec les riverains. Donc, notamment pour ce que vous me demandez, M. Segui, il va y avoir, on va mettre en place justement des mesures de comptage, et on verra si oui ou non on met des ralentisseurs sur cette route de Villemade à Falguière. On me parle aussi du quartier de l'Hippodrome, les routes que vous appelez de bas pays, on va dire le chemin Saint-Pierre, enfin toutes les voiries qui sont dans ce quartier, qui se densifient, et vous le voyez bien, c'est sûr. Donc c'est vrai que là aussi, nous essayons à la fois de maîtriser la vitesse quand on le peut en mettant quelques ralentisseurs, quelques étranglements de voirie, hein, mais en même temps, et c'est surtout très important, et vous avez raison, vous m'interrogez sur la problématique de la sécurité des piétons et des cycles le long de ces chemins Saint-Pierre et autres. Vous avez vu que nous avons commencé à aménager tout le long du chemin Saint-Pierre toute une voirie dédiée à ce qu'on appelle les liaisons douces, donc les réservées aux piétons et aux cycles, mais pas seulement, parce que le quartier de Bas-Pays est un très grand quartier, et je réponds par avance à une question qui m'a été posée plus loin par un habitant de ce quartier, qui concerne justement les aménagements de ce quartier. Au-delà du bord des voiries, nous allons aménager dans l'ensemble du quartier de Bas-Pays, grâce à ce qu'on appelle les bassins d'orage. Vous savez que pour lutter contre les inondations, il faut créer des endroits qui recueillent les eaux de pluie pour éviter évidemment d'envahir les habitations. Eh bien, ces noues paysagères, ces bassins d'orage qui sont souvent secs même, eh bien, nous permettront d'en faire quelque chose d'aussi agréable qu'utile, puisqu'on va aménager ce qu'on appelle des trames vertes et bleues, c'est-à-dire des chemins carrément dans la campagne, le long de ces noues paysagères, pour à la fois promener, mais aussi mettre quelques endroits pour des jardins de jeux d'enfants. Bref, c'est en grande réflexion sur l'ensemble de ce quartier qui est un éco-quartier où nous voulons apporter bien sûr de la végétalisation, de la sécurité pour les piétons et pour les cycles. Donc c'est en cours, c'est un gros chantier, hein, on travaille vraiment assidûment. Et si je puis me permettre, je réponds également à une autre question d'une personne qui habite, j'essaie de retrouver son nom, donc en bordure d'une voirie, qui me demande si on ne pourrait pas, quand il y a des fossés. C'est vrai que dans tous ces quartiers qui étaient des quartiers ruraux, je pense bien sûr à Bas-Pays, mais je pense aussi à Saint-Martial, je pense au Carrera, tous ces endroits qui sont petit à petit des lieux de campagne, sont devenus des lieux urbains où beaucoup de gens sont venus construire leur maison. Nous réfléchissons avec le service de la voirie, et nous avons dédié une enveloppe spécifique pour non pas abuser les deux fossés qui sont des deux côtés de ce chemin rural d'origine, parce qu'on a besoin des fossés pour les problèmes d'eau pluviale, hein, pour éviter, je vous l'ai dit, les inondations. Nous faisons en sorte de faire en sorte de buser un des deux côtés, de façon à ce que non seulement
ça nous permet d'élargir un petit peu la voirie, c'est vraiment nécessaire par endroit, mais en même temps de négocier sur l'espace ainsi créé, un espace dédié aux piétons et aux cycles. C'est un long travail. Sachez qu'on a un vrai budget dédié chaque année à cela, mais la ville est grande, hein. Nous avons 550 km de voirie à entretenir, à créer, à améliorer, et donc nous faisons un planning chaque année, un planning pour la chaussée carrément, la voirie, ce qu'on appelle la voirie lourde, un planning pour les trottoirs, je réponds à une dame qui me posait des questions des trottoirs, et un planning pour ces busages de fossés, tout cela dans une enveloppe qui fait plus de 6 millions d'euros par an et qui est entièrement dédiée donc à nos 550 km de voirie, très important à améliorer dans certains quartiers. On m'interroge sur les parkings, notamment une dame qui doit avoir ses enfants à l'institut familial me dit la ville est en travaux. C'est vrai, je suis désolée, il y a beaucoup de chantiers, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez voir, nous finissons le quartier, vous savez, l'aménagement de la place de la cathédrale. Nous allons entamer, quand elle sera terminée, l'aménagement de la place Foch, justement la place préfecture qui est devant l'institut familial. Et c'est vrai que tous ces chantiers perturbent la circulation, le stationnement. Néanmoins, quand même, je voudrais rappeler à la maman de l'institut familial qu'on n'est pas obligé de se garer devant l'institut familial pour déposer ses enfants. Vous avez à proximité des parkings tout récents. Le parking de la cathédrale, 450 places créées, vous pouvez vous y garer avec, en plus, vous savez, il y a toujours la gratuité de 20 minutes dans tous nos parkings souterrains. Vous avez le parking sur les ailes du Consul du Puy. Si vous avez le temps de marcher un peu et de prendre votre temps, vous avez les parkings gratuits dans le jardin des plantes et au bas du musée Ingres, sur les berges du Tarn. Donc je crois que sincèrement aujourd'hui, en termes de stationnement, à condition de vouloir marcher un peu, il n'y a quand même pas trop de difficultés pour se garer. Les personnes qui habitent, j'imagine, je pense à Vincent, qui nous interroge sur le stationnement du boulevard Gustave Garrison, sachez que nous avons été contraints, lorsque nous avons aménagé les allées de l'Empereur et les allées Mortarieux, vous l'avez remarqué, nous avons enlevé beaucoup de voitures, beaucoup de places de stationnement. Et nous avons un contrat, ce qu'on appelle une délégation de service public avec Q-Park. Q-Park, c'est celui qui gère le parking de l'Esplanade des Fontaines et qui en même temps gère les places qu'on appelle en voirie, les places de stationnement en voirie, là où il y a les horodateurs. Eh bien, nous sommes obligés, dans notre contrat, nous leur devions 900 places en voirie. Et quand nous avons aménagé les allées, et nous en avons fait disparaître beaucoup. Donc, dans le cadre d'un avenant, lorsque nous avons décidé de commencer le parking donc, de la cathédrale, d'un avenant global, nous avons prévu d'augmenter quelques places supplémentaires en voirie payante, boulevard Garrison notamment, et celles-là, contrairement à ce que vous me dites, elles sont, j'allais dire, définitives. Rien n'est jamais définitif, mais en tout cas tout au long de ce contrat. Sachez que j'ai dû négocier fermement pour qu'on ne mette pas en payant le Faubourg du Moustier. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous concédons ces places supplémentaires en voirie. Ce n'étaient pas des places supplémentaires en l'occurrence, c'était des places qui étaient déficitaires que nous devions combler. Et j'en profite puisque c'est dans le même contrat que nous avions concédé le parking de la Mandoune, ce parking payant, un des parkings de la Mandoune. Nous l'avons fait à l'époque justement pour compléter, pour compenser la perte du parking cathédrale pour la société Q-Part. Néanmoins, ce parking pour l'instant est de nouveau gratuit parce qu'il a fallu passer le relais. Ce parking va redevenir payant à compter du 1er juin, cette fois-ci pas au profit de Q-Park, mais au profit de la société qui a construit le parking de la cathédrale, le parking Roosevelt, c'est-à-dire la société Interparking. Cette société Interparking, quand elle a conclu le marché avec nous, cette nouvelle DSP, Délégation de Service Public, elle avait un projet de 13 millions d'euros. Donc, elle en finance une partie, nous en avons financé 6 millions d'euros, mais pour compenser là aussi la rentabilité, quelque part, de ce gros chantier, eh bien, nous avions concédé des places en voirie, cette fois-ci pas pour Q-Park, mais pour Interparking. Ces places qui étaient prévues à l'origine au pied du musée Ingres, nous avons négocié, parce que nous avons ce grand projet d'aménagement du jardin autour de ville, de les déplacer. Et donc, nous avons trouvé judicieux de les déplacer au parking Mandoune, qui allait être libéré par Q-Park, de façon à pouvoir nous permettre d'avoir ce beau projet d'aménagement sur les berges du Tarn, au pied du musée Ingres, et en suivant sur le jardin du Tour de Ville. Et là aussi, il faudra négocier de laisser du parking, bien sûr, mais en même temps d'aménager de beaux espaces plantés, verts, pour pouvoir faire des lieux de promenade et pas seulement des emplacements pour les voitures. Voilà, donc voilà pour les questions qui concernaient les parkings, le stationnement et la voirie.
Beaucoup de questions aussi pour l'aménagement, je veux dire au sens large, aussi bien les gros et puis les petits. Donc vous avez une question notamment, monsieur Camille, sur, non pardon, c'est Xavier, sur le boulevard de contournement ouest, qu'on appelait maintenant le boulevard d'Occitanie. Hein, je préfère dire ça, c'est plus sympa. Donc vous le savez, on en a fait une bonne partie. Et vous savez qu'il reste tout le tronçon qui va partir du pont de l'Avenir, qui va rejoindre Alba Sud et la future gare LGV. Et surtout, ce qui est nouveau, voilà ce qui nous a un peu retardé, le nouvel échangeur autoroutier que l'État a enfin accepté de réaliser sur on va dire l'autoroute de Bordeaux, hein, l'A62, hein, au niveau de la cour Saint-Pierre-Montèche. Ça, c'est très important parce qu'on avait fait valoir à l'État qu'on était vraiment très déjà perturbé et embouteillé au niveau de l'échangeur que vous connaissez de Bressol, hein, quand on sort de l'autoroute de Toulouse et qu'on rejoint Montauban. Là, on voit bien qu'aux heures de pointe, c'est absolument insupportable, n'en parlons pas le dimanche soir et les jours de week-end. Donc, ça y est, l'État accepte de faire un nouvel échangeur autoroutier sur l'autoroute qui continue vers Bordeaux. Et donc, ça va nous permettre de désenclaver tout le secteur là d'Alba Sud et la future gare LGV. De ce fait, il a fallu réaliser un nouveau tracé de ce boulevard de contournement de façon à ce qu'à la fois il rejoigne Alba Sud, mais aussi qu'il aille vers cet échangeur autoroutier qui va être réalisé par ASF. Là, c'est à la charge de l'État, mais on doit le cofinancer aussi. Vous l'imaginez, ce sont de très gros chantiers qui coûtent très cher. Et nous avons bien avancé pour obtenir un cofinancement avec l'État pour ASF, avec la région, mais aussi avec le département. Je remercie d'ailleurs Michel Veil pour nous avoir permis de faire avancer vraiment ce dossier de cofinancement entre le département, parce qu'il a bien compris l'enjeu pour l'ensemble du département de ce boulevard d'Occitanie et de son rattachement à l'échangeur autoroutier. Voilà, donc nous sommes en train de constituer une SPL, une société, si vous voulez, de public, local, de financement surtout, pour la réalisation de ces derniers tronçons du boulevard, mais qui sont les plus importants et les plus chers, parce qu'ils vont enjamber à 2 reprises la voie de ferrée, mais également le canal, et chaque fois qu'on fait un pont, c'est excessivement onéreux. Donc, je ne peux pas vous donner le calendrier exact, mais ce que je peux vous dire, qu'en ce qui concerne en tout cas les études et le principe de cofinancement, on a vraiment avancé, et j'en suis absolument ravie. Alors, il y a des questions, comme plus je disais, c'est aussi les centres-villes, on me dit, il y a beaucoup de rues pavées, quand est-ce qu'on va paver de nouveau la rue Léon de Maleville? Sincèrement, c'est pas pour tout de suite. Les pavés, c'est peut-être bien pour rappeler l'histoire, mais c'est pas toujours très commode à circuler. Et il y a des endroits où on a fait un mix entre les pavés traditionnels, les calades et la voirie. Ça nous permet d'ailleurs de mieux entretenir la voirie hein, quand on la goudronne. Donc, je pense qu'on va en rester là. Par contre, là où je vous rejoins sincèrement, Camille, vous avez raison, c'est qu'il y a des endroits où on a fait, j'allais dire, un patchwork qui n'est pas très heureux, c'est qu'il y a des endroits où on a eu des problèmes de pavés qui se sont soulevés, notamment sur la rue du Côte des Bonnetiers, au niveau, vous savez, de la place de Victor Hugo, devant Saint-Jacques. On est en contentieux avec l'entreprise, mais on va néanmoins remettre les pavés en attendant que le contentieux se termine, parce que ça va être long, à ces endroits-là où on a bouché à la hâte avec du goudron. Même chose au niveau de la rue Marie-Lafont, où on avait fait du patchwork, au niveau de l'implantation des points d'apport volontaires pour les déchets. On va remettre tout ça en pavé. Devant le théâtre, c'est pareil, pour que tout ça soit magnifique et d'un seul tenant, au moins, pour quand même notre beau centre-ville que nous aimons tant. De la même manière, on m'interroge sur, toujours pareil, les vélos, leur place. Croyez bien que nous y pensons chaque fois. Nous avons des pistes cyclables partout, nouvelles. Et sur la rue Bèche, vous avez raison, il faut qu'on refasse la signalétique qui s'est effacée, mais comme toujours, le marquage voirie, hein, qu'il s'agit des places de stationnement, des lignes jaunes, des places pour les vélos, ça se fait pendant l'été, parce qu'il ne pleut pas tout simplement. Donc vous allez retrouver toutes ces rues bien marquées dès la rentrée. On m'a interrogé sur des questions d'hygiène, on va dire, de salubrité. Le fameux problème des moustiques. Ça, vraiment, je vous avoue que j'en suis moi-même excédée. Voilà des années qu'on y met beaucoup d'argent hein, pour essayer de traiter en amont, avant le printemps, les larves de moustiques. Mais bien sûr, on ne le fait pas sur toute la ville, on ne le fait que sur le domaine public. Et tant que les particuliers ne le font pas de leur côté, c'est comme si on faisait quasiment rien. Donc là, on a essayé de mettre des aspirateurs à moustiques. On va essayer des bornes à moustiques dans les grands parcs, le parc du Cours Foucault, le parc du Jardin des Plantes. Mais c'est vrai que on a encore parlé de ces sujets hier. Hein, je vous cache pas que c'est un vrai sujet pour tout le monde.
Et on va se renseigner auprès de la Camargue, puisqu'apparemment, ils ont des dispositifs plus puissants que les nôtres. Seulement, je crois qu'ils sont soumis à autorisation de l'État. On ne peut pas faire ce qu'on veut, hein, avec tout ce qui est insecticide, vous le savez, c'est pour votre santé. Et donc, croyez bien qu'on continue ce combat. Vous avez l'air d'incriminer les jardins familiaux. Je crois qu'il ne faut pas exagérer, hein. Les jardins familiaux ne sont pas responsables de ce problème de moustiques et qui a envahi tout le sud de la France, notamment ce fameux moustique tigre. En ce qui concerne les jardins familiaux, en tout cas, je vous réponds, ce n'est pas la ville qui les entretient, ce sont des jardins privés. C'est une association très dynamique, formidable, moi que j'admire beaucoup. Nous travaillons avec eux, nous leur avons ils n'ont pas 6000 litres d'eau à ciel ouvert comme vous nous le racontez, Alex, vraiment vous exagérez. Bien au contraire, ils le gèrent aussi. On leur a proposé, d'ailleurs on le propose à tout le monde. Moi, chez moi, ça marche, hein, des nichoirs à chauves-souris. Savez-vous qu'elles se nourrissent essentiellement de moustiques? On m'a expliqué par contre, comme elles étaient nocturnes, elles ne mangeaient pas le tigre qui lui est diurne. Enfin, je vous dis pas, ces histoires sont assez complexes à gérer. En tout cas, c'est une solution parmi tant d'autres, évidemment, c'est pas la solution principale. Je vous avoue là qu'on est un peu désemparés. Si vous avez des idées, nous sommes preneurs. Sur l'hygiène, on me parle des sanitaires. Alors là, sachez que ça y est, on a lancé un grand plan, je dis pas un petit. On va rénover et créer 20 espaces de sanitaires sur l'ensemble de la ville. Rénover les vieux. Il y en a d'ailleurs un qui vient d'être terminé. Je vous invite à aller le visiter ou l'utiliser. En bas du jardin des plantes, au pied de l'escalier et de l'ascenseur. Ils sont tout nouveaux. Mais on va en mettre partout ailleurs. Je vous dis 20 emplacements, à la fois en location, avec un système de nettoyage automatique. À chaque fois que vous passerez là, ils seront gratuits. Donc nous avons lancé tous ces marchés et sachez qu'on va on va dédier plus de 100 000 euros par an, 100 à 200 000 euros par an, pour que dans ces 3 années qui viennent, nous ayons vraiment réglé ce problème qui, je vous l'accorde, vraiment était absolument nécessaire maintenant que tous nos travaux d'aménagement du centre-ville sont terminés. Les dépôts sauvages, ben écoutez là, c'est un vrai problème d'incivilité. Je le répète, vous le savez sans doute, nous avons un marché avec Suez qui, sur rendez-vous, vient prendre gratuitement chez vous, devant chez vous, à condition de prendre rendez-vous et de ne pas le mettre avant qu'il vienne, bien sûr, pour ne pas encombrer les trottoirs, tous les encombrants qui vous dérangent. Et ensuite, on a quand même 2 déchetteries. On est en train d'en refaire une totalement neuve en zone nord. Je pense vraiment que ceux qui se comportent de cette manière sont des gens très indélicats. Et sachez quand même qu'ils sont verbalisés, parce qu'avec les caméras, on les retrouve. J'ai un chiffre qui va vous dire, qui est quand même assez éloquent. Rien que pour l'année 2022, la police municipale a réalisé 86 interventions et verbalisé 47 auteurs identifiés depuis le début de cette année. Donc c'est un combat que nous menons, mais que nous devons mener ensemble, parce que là encore, on est sur des problèmes totalement civiques. Et malheureusement, tout le monde n'a pas la même vision des choses à cet égard. Sur l'aménagement toujours, vous m'interrogez sur le quartier de Ville-Bourbon. Sachez que oui, nos projets sont toujours là, ils ont pris du retard. Vous avez dû voir déjà que sur l'île aux Chamiers, ça y est, Tarn-et-Garonne en Habitat est en train de réaliser vraiment de magnifiques logements sociaux qui vont permettre de démolir ces tours très anciennes de l'avenue Jean Jaurès. J'en suis très heureuse parce que j'y avais contribué et donc c'est en bonne voie. Nous avons pris un peu de retard par contre sur ce qu'on appelle la friche Poult qui appartient à la ville et à l'agglomération. Nous avons conclu un contrat avec l'entreprise Mesolia et à cet endroit-là, elle a commencé. Nous allons démolir l'ancienne usine Poult, mais nous allons garder la maison familiale, tous ces vitraux magnifiques pour y faire là un lieu culturel, un genre d'annexe de la médiathèque, où il y aura un genre de tiers-lieu, un genre de cyber-café, où on pourra à la fois regarder des expositions de peinture, prendre des livres, discuter, partager, faire du coworking. Tout ça, ça fait partie de ce projet qui me tarde de voir sortir de terre. Il y aura aussi une crèche inclusive. Il y aura aussi un espace qui sera offert à n'importe quel médecin qui voudra s'installer, une maison de santé, et puis des logements de droit commun, des logements sociaux, et au milieu surtout, parce que j'avais entendu vraiment les demandes du quartier de Ville-Bourbon, un bel espace vert, un beau parc, car il est vrai que ce quartier manque de verdure. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui sera très agréable dans l'espace d'à côté. Donc je vous ai annoncé l'île aux Chamiers, qui s'appelle Cœur Bourbon, qui est construit par Tarn-et-Garonne Habitat. Vous aurez une magnifique coulée verte, très agréable entre les immeubles. Je crois que ce quartier avait besoin de verdure et que la verdure va y arriver. J'en suis absolument ravie.
il y a une dame qui vient d'arriver depuis un an, qui s'appelle Chantal, et qui me dit quand même le patrimoine immobilier de la ville aurait besoin d'être rénové. Sachez Chantal que c'est un combat, cette reconquête du centre-ville que je mène depuis 20 ans et que les Montalbanais peuvent vous dire qu'il a bien évolué. J'appelais ça la reconquête du centre-ville. On a vraiment fait un travail colossal, même si encore il y a beaucoup à faire, hein, notamment dans le quartier de Ville Nouvelle. Nous avons préempté des immeubles, nous avons rénové, nous avons vendu. Nous y avons, grâce d'ailleurs à des aides de l'État avec l'ANA, aidé les propriétaires occupants à rénover leur logement pour eux ou pour leurs locataires. Toutes ces opérations se sont déroulées sur toutes les années que je viens de vous annoncer. Elles continuent hein, parce que il y a encore des choses à faire. Mais vous sachez que nous sommes très attentifs. Finalement, c'est 500 logements rien que privés hein, qui ont été financés par l'ANA et le Grand Montauban depuis 2015. Mais depuis 2001, je vous peux assurer que c'est des centaines et des centaines de logements qui ont été préemptés, revendus, rénovés, et qui font que petit à petit, notre centre-ville devient très attractif. Et d'ailleurs, eh bien, d'après les agences immobilières, on a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver, donc à acheter du patrimoine dans ce centre-ville magnifique que nous ont légué les siècles et que nous essayons à notre tour d'améliorer. Deux questions sur les éclairages. Donc, sachez qu'on a lancé un grand marché d'éclairage public sur 4 ans qui va rénover 6000 points lumineux, c'est-à-dire on va changer toutes nos vieilles ampoules, tous nos mâts d'éclairage, en LED évidemment, pour faire des économies d'énergie. Et à l'occasion, tout ce qui sera récupérable sera réutilisé dans les espaces qui n'étaient pas concernés par ce marché. Donc ça va vraiment significativement changer dans la donne, en sachant que quand même nous sommes aussi respectueux de la faune, de la flore, puisque tous ces nouveaux éclairages seront donc réglables, et notamment en intensité la nuit, pour permettre de protéger nos chauves-souris, nos animaux, puis surtout faire là encore une fois des économies d'énergie, dans la mesure où il y a peu de monde qui circule à ces heures-là. Donc notamment on me parle entre autres de la voie verte. Eh bien voilà, c'était une rénovation donc en cours hein, qui fera l'objet de ces rénovations dont je vous parle, avec de nouveaux mâts et lanternes et des équipements LED. Tout cela peut être sur la voie verte avant le mois d'août 2022. Alors quelques questions un petit peu à la fois financières et diverses. Donc on m'interroge sur la personne qui m'interroge s'appelle Eric, qui parle encore de la taxe professionnelle, ce n'est plus son nom, hein. Elle va d'ailleurs encore changer de nom, c'est le CVAE, mais qui va encore changer de nom, elle va encore être modifiée par l'État, bon, qui concerne en fait l'impôt sur les entreprises. Juste vous rappeler quelque chose qui est important, les hausses que vous subissez, comme nous, ne sont pas dues qu'à nous, et bien pas beaucoup à nous d'ailleurs, puisque dans une taxe quelle qu'elle soit, il y a la partie qui relève de l'État, c'est-à-dire les bases, hein, les bases taxables, ce sont des services fiscaux qui chaque année, dont les révisent en fonction de la valeur qu'ils estiment avoir prise des quartiers ou des bâtiments. Et elle est souvent en fonction de l'inflation. Et malheureusement, on voit que l'inflation reprend. Donc c'est vrai que là, nous ne faisons rien. Nous recevons de l'État la notification de la révision des bases. Qu'est-ce que nous faisons? La seule chose que peut faire l'agglomération ou la ville, c'est d'appliquer une taxe, une augmentation des taxes. Et là, donc, vous le savez, nos taux, nous les avons augmentés en début de ce mandat, mais très peu en réalité. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux que nous avions voté pour la cotisation foncière des entreprises, ancienne taxe professionnelle, était en 2012 de 32,56%. En 2022, 10 ans après, il est de 33,32%. C'est-à-dire une variation en 10 ans de 2,33%. Ce qui fait une moyenne d'augmentation de 0,23% par an. Donc vous voyez que nous ne sommes pas responsables, bien au contraire, je peux vous assurer que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on augmente et tout, nous faisons tout pour maîtriser vraiment la fiscalité à Montauban et sur le Grand Montauban. Voilà. Sur des questions de service public, Madame Nadia nous interroge en disant c'est impossible d'obtenir des stages, vous savez, des stages professionnels que nous demandons aux étudiants, lycéens, dans votre collectivité. Ce n'est pas vrai, Nadia, je peux vous assurer que non, puisque depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, le service qui s'en occupe, c'est le service de la DRH, a reçu 427 demandes de stage, et on me dit que depuis septembre, nous avons accueilli 303 stagiaires, vous voyez, 303 stagiaires sur 427, c'est-à-dire nous avons donc pu donner un accueil favorable à 71% de ces demandes. C'est en gros 35 stagiaires en moyenne par mois.
Et on ne peut pas faire plus. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on met des stagiaires dans un service, il faut l'accompagner, vous le comprenez bien. Donc, il faut que les services soient à même d'encadrer ces stagiaires, sinon on ne va pas laisser dans un coin ne rien faire. Et il y a des services qui sont déjà très demandés, qui sont très occupés et qui ne peuvent pas accueillir en même temps plusieurs stagiaires dans le même service. Voilà. Nous faisons vraiment de notre mieux, Nadia, et revenez vers nous s'il y avait un problème. Martine, elle se trompe parce qu'elle nous dit « Je ne peux pas avoir la ligne Internet, EDF me demande 5 000 €. Donc je crois que Nadine, rapprochez-vous de la vie des quartiers, vous confondez à la fois Orange, qui est en charge de développer la fibre optique sur l'ensemble de la commune, et on est pratiquement couvert sur l'ensemble de la commune, je dis pratiquement, on a quelques poches de résistance et c'est un vrai combat avec Orange, mais ce n'est pas EDF, et les 5 000 € dont vous nous parlez, je ne vois pas très bien à quoi ça correspond. Revenez nous voir, appelez le service vie des quartiers, le 08 05 805 810. 08 05 805 810. On vous recevra, on examinera votre dossier et surtout on vous accompagnera dans vos démarches. Odile nous dit elle en a assez parce qu'elle ne reçoit pas le journal Ma Ville, avenue d'Ardus. Apparemment, il y a des quartiers, effectivement, on ne reçoit pas, il faut le dire au service communication. C'est un expéditeur que nous payons mais qui n'est pas toujours au rendez-vous. On a quelques remarques, il faut nous le dire. Apparemment, on me dit que sur votre quartier, vous auriez dû le recevoir ce mois-ci. Bon, dites-le nous si ce n'est pas le cas. En tout cas, quand vous ne l'avez pas, je dis pour ceux qui ne l'ont pas reçu, vous avez toujours la possibilité de le voir sur Facebook ou sur notre site internet puisqu'il est reproduit entièrement. Sandrine nous interroge, c'est une bonne idée, elle nous dit est-ce qu'on ne pourrait pas mettre une antenne de la médiathèque en centre-ville? Bon, la médiathèque, elle fonctionne bien, elle est près du pôle jeunesse, près des lycées, près des collèges, là où elle est, c'est-à-dire, vous voyez, ce qu'on appelle les quartiers Est, c'est-à-dire le quartier de la médiathèque. Et elle fournit vraiment, elle regroupe beaucoup d'adhérents. Je vous invite à vous rapprocher d'elle. La seule antenne à médiathèque qu'on a prévue sur ce mandat, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur le quartier de Villebourbon, dans le cadre de l'aménagement de la friche Pout. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est une idée, bien sûr, que je retiens pour l'avenir. Enfin, on a une petite question de Périno qui nous reproche de ne pas avoir mis le drapeau russe à côté du drapeau ukrainien en disant que ce serait un symbole de paix. Bon, c'est pas tout à fait la démarche que nous voulions faire. Nous voulions mettre, comme l'a fait toute l'Europe, comme l'a fait notre pays, notre soutien à ce pays qui subit la guerre de la part des Russes. Nous n'avons rien contre le peuple russe, mais évidemment, par contre, on voit bien qu'on a besoin de soutenir ce peuple qui est attaqué. Et voilà pourquoi nous avons, comme toutes les villes de France et d'Europe, affiché le drapeau ukrainien. Mais encore une fois, vous savez, la paix, c'est mon sujet. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a rien à voir avec les pays, mais c'est plutôt avec les religions. Nous avions créé Montauban Espérance à l'époque pour faire en sorte que toutes les religions se retrouvent ensemble dans le grand combat sur la laïcité, mais aussi pour apprendre à se connaître, pour des échanges interreligieux. Nous allons relancer Montauban Espérance et bien aussi c'est pour travailler sur la paix ensemble que nous faisons tout cela, et j'espère que vous aussi, dans votre domaine, dans votre quartier, dans votre travail, vous serez des ambassadeurs, des acteurs de paix. Nous en avons hélas bien besoin. Bon, mais je vous souhaite à tous une bonne fin d'émission. J'espère que nous aurons répondu à peu près à toutes vos questions. Sachez qu'en tout cas, qu'entre ces rencontres Facebook, il y a ce service de la vie des quartiers, il y a le courrier, il y a Internet. Je reçois aussi tous ceux qui me le demandent. Nous essayons, avec les élus de quartier, d'être à votre service, des élus de proximité. À très bientôt.